Je vais laisser Agnès commencer, puis je vais reprendre la parole en cours de chemin. Voilà. Donc, bonjour à tout le monde et merci pour cette invitation. C'est toujours intéressant pour nous aussi d'être à l'écoute des différentes formes de participation qui sont développées dans le musée. Donc, vous parlez du Musée national de l'histoire de l'immigration. C'est vraiment d'emblée aussi peut-être dire que ce musée, il est né justement de la participation puisque il a toute sa complexité qui s'exprime aussi dans ce concept même de la participation. Mais tout d'abord déjà de le situer. Vous voyez en droite, enfin au centre, pardon, la photo du Palais de la Porte Dorée, donc ce musée national d'histoire d'immigration qui est implanté dans un palais colonial construit au moment de l'exposition internationale des colonies de 1931. Donc déjà là, première interaction de ce musée national dans un palais colonial. Vous voyez qu'il est situé à Paris, dans la zone plutôt est de Paris, donc pas tout très en lien avec tous les autres musées nationaux, mais très en lien avec le bois de Vincennes, dans lequel non seulement cette exposition internationale des colonies avait été créée, mais aussi un partenaire avec lequel on travaille de plus en plus de l'autre côté du bois, qui est la Cité du développement durable dans le jardin d'agronomie tropicale et qui, elle aussi, développe de nombreuses méthodes de participation, que ce soit ici en France ou à l'étranger. Donc, c'est vraiment finalement comment dire, une cohérence qui est en train de se mettre en place dans ce secteur-là. Tout simplement insister que nous sommes donc établissement public du Palais de la Porte Dorée avec 3 entités de contenu, celle du Musée national de l'histoire de l'immigration, mais celle de l'aquarium tropical que vous voyez en haut à droite, et bien sûr de la valorisation de ce palais art déco, mais en lien avec les questions d'histoire de l'immigration. Et donc, dans notre musée, on a bien sûr une dimension très ouverte et très large. Il y a bien sûr le service des collections et des expositions, et notamment la collection Société dont va vous parler tout à l'heure Elisabeth, mais aussi, et vous le voyez en photo, un centre de ressources qui aborde des questions très larges, finalement, des enjeux de société dans notre monde aujourd'hui, et puis évidemment un parcours permanent fondateur qui va être complètement rénové, et peut-être Elisabeth en parlera, et qui ouvrira à nouveau au printemps 2023. Donc, on voulait simplement vous refaire très rapidement l'historique de ce musée, puisqu'il est né de la participation de la société civile, qui a demandé la création d'un musée national, ce qui est un peu à l'envers de ce qu'on peut observer dans les autres principes de participation, avec donc les 2 rapports assez connus que vous pouvez retrouver facilement, le lancement de cette Cité nationale de l'histoire d'immigration, justement parce qu'on voulait garder cette connotation à l'agora, au forum, à la discussion et avec la société civile. Et puis la création de l'établissement donc Cité nationale de l'histoire d'immigration en 2007, où on peut dire qu'il y a, dès le départ, on ne va pas insister sur ça, mais une forme de participation qui est ancrée dans le musée, puisque ça va jusqu'au mode de gouvernance. C'est-à-dire que c'est un musée dont le conseil d'administration est présidé par quelqu'un de la société civile et non pas par un conservateur. Il y a un conseil d'orientation dans lequel il y a un collège de partenaires qui sont des membres de la société civile, que ce soit des personnalités qualifiées, des associations, des collectivités territoriales, donc qui participent à la gouvernance de cet établissement. Et il y a un service réseau et partenariat qui a cette charge de justement continuer dans la création du musée et dans son évolution à toujours articuler les territoires et le musée, et essayer de trouver des modes de participation, alors, qui ont bien sûr évolué. C'est ce qu'on va vous présenter avec Elisabeth. Je vais très vite parce que je pense que le plus intéressant, et c'est aussi qu'on puisse discuter. Donc, depuis l'ouverture, on a eu plusieurs modes de participation et d'expérimentation.
On a commencé par se dire, voilà, il y a un peu l'exposition temporaire, on va dire le monde des sachants, des commissaires, des chercheurs qui ont fait des expositions temporaires historiques. Et dès le départ, on a eu le souhait de construire avec les membres du réseau, que ce soit des associations, des écoles, des collectivités territoriales, une réponse un peu à ces expositions temporaires. Donc, par exemple, là, vous voyez en haut une photo de foot et immigration. En même temps qu'il y avait l'exposition temporaire au 4e étage, nous, dans le hall Marie Curie, on présentait tout un travail qui avait été en leur point de vue depuis le terrain sur cette dimension-là. Donc, à chaque fois, vraiment un aller-retour entre les territoires, la société civile et ce que pouvait présenter le musée, par ailleurs, dans ses expositions temporaires. On l'a fait plusieurs fois avec France-Allemagne, où ensuite on est allé même présenter cette exposition du réseau dans un musée, puisque l'exposition France-Allemagne était présentée au Deutsches Historisches Museum à Berlin. Et nous, on est allé dans le musée de Kreuzberg, qui est un musée très participatif dans le quartier de Kreuzberg à Berlin, et on a présenté justement ce travail du réseau, et ça nous a permis d'enclencher aussi tout un travail de participation avec les populations à Berlin. Ensuite, on a essayé d'avoir justement des programmations multipartenariales. Donc, dès le départ, même avant la création du musée, il y a une œuvre emblématique qui fait partie de la collection d'art contemporain, qui est un peu la seule commande à l'époque du musée, qui s'appelait la Zombie de Sidi Larbi Charkaoui et Gilles Delmas, qui était conçue comme donc la Zombie, une maison à l'envers, et d'ailleurs une maison dans laquelle on n'entre pas, mais qui était conçue pour rentrer en dialogue avec les différents territoires et différentes populations. Donc elle a circulé dans pas mal d'endroits, à Roubaix, en Allemagne, aux États-Unis, et là en Allemagne, on a eu l'occasion pendant 9 mois de monter tout un projet avec les populations et de voir aussi comment elles pouvaient se mettre en écho avec des partenaires en France avec lesquels nous travaillons, et notamment en Seine-Saint-Denis. Donc, je n'ai pas retrouvé les photos, mais juste pour vous donner une image, à partir de cette zombie qui fait 4 mètres sur 4 mètres, qui a des immenses cubes avec des vidéos en rétro-projection qui présentent les danseurs de Sidi Larbi Charkaoui qui improvisent sur cette notion du chez-soi et de l'ailleurs. On a travaillé sur cette notion, donc zu Hause anderswo, donc chez soi et ailleurs en Allemagne. Et pendant 9 mois, tous les enfants qui ont participé à ce projet ont créé quasiment un petit village où ils ont reproduit des petites zombies avec d'une taille d'1 mètre. Ils ont créé des rues imaginaires. Ils ont fini par créer un monde totalement imaginaire et créer des correspondances et finalement se mettre en correspondance aussi avec d'autres villes en France qui avaient aussi lancé ce projet-là. Donc, voilà comment on est arrivé à trouver des modes de participation à partir d'une œuvre de la collection nationale. Plus récemment, on a animé le tribunal pour les générations futures. Là aussi, c'était faire prendre conscience aux membres de la société civile que les décisions qu'on prend aujourd'hui ont un impact sur les générations futures et comment on peut travailler autour de ces questions-là avec eux. Donc, on a amené des artistes, des associations, des jeunes militants à organiser une sorte de tribunal dans lequel ce n'étaient pas les personnes qui étaient mises en question, mais les idées. Et donc là, c'était travailler sur le thème de l'universalisme est-il dépassé. Et donc, on a un peu défendu un peu comme un concours d'éloquence finalement, mais animé sous la forme d'un tribunal pour les générations futures. Et puis là, tout récemment, en décembre, on a présenté une installation artistique avec des étudiants de l'école de Condé. En 2 ans, on a formé et initié peut-être 150 étudiants donc en design et scénographie, qui tous veulent aborder la question des migrations sans toujours savoir comment trouver des sources, ni même affiner leur connaissance sur ce sujet. Donc, on les a accompagnés pour arriver finalement en décembre à présenter une installation artistique où là encore, c'était très intéressant parce qu'un certain nombre d'entre eux se sont emparés des objets de la collection pour les réinterpréter et pour réagir autour des thématiques qui étaient abordées par la collection société. Voilà, je ne vois pas le... Voilà. Là, je vais laisser plutôt la parole à Elisabeth sur les collections, parce qu'on a aussi développé cette démarche participative dans les collections.
tout à fait. Donc, pour présenter très rapidement les collections du Musée national de l'histoire de l'immigration, donc elles ont été vraiment constituées à partir de la page blanche à partir de 2005, ce qui est un fait, je pense, inédit dans les musées nationaux de créer un musée sans transfert de collection. Donc, il y a à peu près aujourd'hui 6000 items à l'inventaire et elles sont réparties en 3 disciplines. Donc, c'est collection nationale, l'art contemporain, l'histoire et la société. Pardon, je passe à la suivante. Voilà. Alors, les collections de société, je ne vais pas vous parler des autres, on pourra y revenir s'il y a des questions. Donc ça, c'est un axe un peu particulier, un peu qui justement, moi je trouve, est la part vraiment écomuséale du Musée national d'histoire de l'immigration. C'était ce qu'on appelait les collections ethnologiques avant. En fait, c'est une collection de témoignages. Moi, finalement, un peu l'axe, le sens qu'on peut donner à cette collection, c'est la place du témoignage aux côtés de l'art et aux côtés de l'histoire pour écrire l'histoire de l'immigration, cette histoire de France lue au prisme des migrations, ce qui est plus correct en fait. Donc, elle regroupe aujourd'hui 1150 items, à peu près 100 parcours de vie et ensemble, puisque en tant que collection de témoignages, une part matérielle, une part immatérielle, des objets de toute nature associés à des témoignages, on les regroupe en fait en parcours, soit des parcours de vie individuels, soit des ensembles thématiques, je vous en dirai un mot après. Effectivement, on peut parler d'enrichissement participatif dans le sens où, en tout cas dans cette première vie de cette collection, le musée était plutôt à l'écoute de propositions qui venaient vers lui pour constituer cette partie des collections que réellement proactif à aller démarcher largement dans le cadre d'enquêtes, collectes, comme ça peut se faire dans d'autres musées, des témoignages. Donc c'est venu un peu dans l'autre sens. Le musée s'est fait un peu le facilitateur et puis le récipiendaire de ces propositions. Ça fait qu'on a une collection qui est très originale, qui est vraiment intéressante à questionner au niveau du patrimoine d'un musée national, mais qui ne peut pas se targuer d'être ni représentative, ni scientifiquement raisonnée, si je puis dire. Ce qui est d'autant plus du coup important de rappeler qu'on est dans la dimension de témoignage, dans une dimension subjective, et non pas dans l'illustration ou dans une recherche un peu entomologique, si on veut, de la question migratoire, des histoires de vie de migration en France. Donc, les principes de cette collection, comme je vous disais, une part matérielle, une part immatérielle. La part matérielle, elle a vraiment des représentations très diverses, de la petite photo de famille à l'énorme fraiseuse, en passant par une petite tête en mie de pain. Il y a vraiment une diversité d'objets et les témoignages que l'on essaye maintenant disons de penser en termes patrimoniaux aussi, pour les distinguer, si on veut, d'une démarche ethnologique pure et dure où on va recueillir un témoignage pour lui-même. Là, on le recueille pour qu'ils deviennent partie d'un fonds patrimonial. Donc, on dira un mot un petit peu après. Comme je vous dis jusque-là, le musée est vraiment comme facilitateur dans le sens où il accompagne le projet de don aux collections des personnes privées ou alors des collectifs, et en fait, il ne leur impose pas le contenu, il explique le cadre. C'est pour ça qu'on peut parler aussi de facilitation, parce qu'il explique le cadre du don aux collections nationales et de ce que ça implique de dépossession et en même temps d'impératif de diffusion, mais il ne vient pas ni essayer de susciter des dons qui ne sont pas voulus, ni essayer d'aller vérifier, confronter à l'histoire des témoignages ou des histoires de vie qui ont une petite part, moi j'ai coutume d'appeler ça un peu des fois les légendes personnelles. Ça c'est accepté comme tel, c'est un regard, c'est une histoire singulière qui vient témoigner, c'est une voix, comme je l'ai mis après, qui vient s'intégrer à l'histoire de France, mais qui ne vient pas illustrer. Donc c'est vrai que parfois dans l'utilisation de cette collection, dans les expositions par les commissaires scientifiques, historiens, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas forcément des témoignages les plus représentatifs d'une telle et telle époque. On aime aussi justement se dire cette collection, elle sert à quelque chose parce qu'elle est là pour conserver des voix qui n'auraient pas forcément été conservées ailleurs parce qu'elles n'ont pas été recueillies par les médias, elles n'ont pas fait l'objet de travaux de recherche particuliers. Donc,
je ne vous cache pas que la politique d'acquisition de cette collection, comme toute la politique d'acquisition du musée, est actuellement en réflexion, aussi parce que le musée, maintenant, est passé l'âge de l'adolescence, il a plus de 16 ans. Et donc, là aussi, dans le cadre de la refonte du parcours permanent, qui va être maintenant un parcours chronologique, chronothématique, on va suivre la trame de l'histoire de France, et non plus un parcours thématique qui présentait d'une part l'expérience partagée de la migration versus les histoires singulières, qui était la Galerie des Dons. Ça nous emmène aussi à repenser notre politique d'acquisition, de aussi davantage prendre en compte les fonds relatifs aux migrations dans les autres musées, dans les autres institutions patrimoniales, et les faire émerger. Et puis aussi voilà, pouvoir maintenant mûrir certains projets peut-être plus raisonnés, plus proactifs de notre part, et justement essayer de développer des collectes. Très vite, et absolument pas scientifiquement, quelques exemples d'objets qu'on a dans cette collection. Donc des objets de la base, si on veut, des objets qu'on a ramenés de son pays d'origine, qui soient d'ailleurs très simples ou plus construits. Par exemple, cette valise, c'est un monsieur indien c'est un des tout premiers donateurs. Il y a une petite histoire en plus derrière, mais il est tellement parfait, cet objet de migration, cette valise avec laquelle il est venu en France, où l'on trouve des habits, où l'on trouve du linge aux couleurs du drapeau indien, où l'on trouve des objets religieux, des objets qui font référence à ses parents, qui font référence à son apprentissage de la langue, à la vie quotidienne. Cet objet est tellement parfait que je dois dire que je le suspecte d'avoir été construit pour le don au musée, parce que je trouve aussi intéressant, justement, quand on s'intéresse à la participation, à ce que les gens ont envie de valoriser au sein d'un musée national qui fonctionne, on le sait aussi, comme une réparation, comme une reconnaissance d'histoire oubliée ou d'histoire abîmée, si on veut. Il y a des objets très intimes, ça c'est aussi intéressant de se dire que la vie d'une collection comme ça, elle dépend aussi des personnes qui accueillent les propositions de dons et qui les orientent, puisqu'il y a toute une période de la galerie où on s'est un peu intéressé à des histoires de transmission, à des histoires de descendants qui venaient raconter le parcours de leurs parents ou de leurs grands-parents, et finalement qui ont donné des objets qui sont plus représentatifs de leur perception de cette histoire migratoire, ou des sentiments qu'ils ont eu par rapport à cette présence, cette double absence, vraiment, etc. Je ne vais pas vous refaire les théories là-dessus, mais qui en fait sont pas du tout des objets d'histoire et pas du tout des objets qui sont capables d'incarner seuls les questions migratoires. Ces objets ne sont compris qu'avec leur témoignage et qu'avec leur témoignage développé. Donc ça pose une question dans la conservation du patrimoine, c'est finalement, est-ce qu'on est le bon endroit pour recueillir ce type-là de mémoire par rapport à un film, par rapport à un livre, par rapport à quelque chose, on va pouvoir davantage développer ces sentiments, développer cette approche, que dans un cadre muséal où souvent on a 500 signes pour dire ce qu'on a à dire en plus des objets. Il y a bien sûr des objets de gloire, alors de gloire, de réussite, de parcours, parce que on sait que les notions d'intégration et d'intégration réussie, elle était très présente au départ du musée dans la dimension politique, dans ce qu'on peut avoir de noble à la dimension politique. Depuis l'historiographie, et puis voilà, l'institution a grandi, on est davantage une approche historique pure et dure. On essaye de bien mettre à part la question de l'intégration par rapport aux questions des migrations, mais on a dans cette collection de société beaucoup de gens qui ont voulu témoigner de leur réussite ou de la réussite de leur famille à s'intégrer dans la France, à s'intégrer en France, souvent à la suite de parcours très difficiles. On a aussi des objets de lutte, parce qu'il y a des luttes évidemment pour la reconnaissance des droits des migrants, des gens qui se sont impliqués eux-mêmes ou qui ont été qui ont été acteurs dans la question de ces luttes pour les droits, mais aussi des gens qui sont partis de leur pays pour des raisons politiques et qui voulaient témoigner de ce qu'ils ont dû quitter aussi, et de leur engagement. Évidemment, plein d'objets administratifs. Là, c'est plus ce qui est intéressant à retenir, c'est que ce sont des archives, mais des archives en musée. Donc, elles sont traitées comme des objets de musée et non pas comme des fonds d'archives, donc inventoriés pièce à pièce, etc., avec toutes les questions aussi de vie privée que ça peut poser. Une tendance aussi à un moment de cette politique d'acquisition sur les objets d'art, et on a dans les collections certains presque binômes. Là, vous voyez des objets de Malik Najmi, entre des œuvres d'art d'un artiste qui sont présentes en collection contemporaine, d'art contemporain, plus des objets personnels qui viennent témoigner du parcours de l'artiste.
cette partie des témoignages, donc, elle est importante parce qu'elle est ce qui fait la spécificité et puis la pertinence de ces objets. Ils ont été collectés à différents moments du musée dans une première partie, parfois pour le site internet, parfois pour des expositions, parfois pour une proposition d'acquisition. Et en fait, ils font partie de cette partie matérielle qui n'a pas tout de suite été pensée dans la politique d'acquisition et qui a était assez compliqué à gérer puisque on est dans une histoire très récente. Donc, les gens qui participent, qui offrent leur témoignage, pour eux, de pouvoir imaginer qu'après, cette parole, elle est réinvestie des années et des années après, et puis pour l'éternité, en accompagnement des objets qui sont conservés, c'est pas forcément évident au départ. Et moi, je pense que ça, c'est une dimension très importante d'enrichissement participatif des collections, c'est vraiment de poser un cadre très clair au départ avec les donateurs ou le potentiel donateur pour leur expliquer ce que devient leur parole, parce que l'objet, finalement, c'est beaucoup plus simple. On sait qu'il va être conservé, voilà, dans des bonnes conditions, etc. Mais la parole, en fait, si on ne la fixe pas, si on ne l'encadre pas très clairement au départ dans ce qu'on va en diffuser et de ce qu'on va en garder en documentation dans nos archives qui, en tant que fonctionnaires comme Musée national, sont des archives publiques, ça, pour moi, c'est une dimension. Souvent, c'est une dimension importante parce que souvent, on a dans l'idée le moment de la participation de l'événement, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'il y a derrière? J'ai pu observer, mais je serais ravie d'en discuter avec des participants. Finalement, dans les discussions qu'on peut avoir entre collègues, il y a eu peu de patrimonialisation des éléments récoltés dans des événements ou dans des démarches participatives sur les migrations. On a fait une exposition participative, on a fait un festival, on a fait une publication, mais finalement, qu'est-ce qu'on a patrimonialisé en collection? Pas tant que ça. Et moi, je pense que ça tient aussi parce qu'on est sur une histoire contemporaine, récente, sensible et pas toujours simple. Donc, je vais les relaisser Agnès nous parler des origines de cette collection parce que c'est vraiment articulé justement avec l'existence de ce réseau. Merci Elisabeth. Effectivement, après cette plongée dans la collection telle qu'elle est constituée aujourd'hui, c'est important de revoir comment la démarche participative s'est développée et puis a subi, finalement, on a été très empirique, on a fait beaucoup d'expérimentations et ce que je vous ai présenté en tout début, Elisabeth a raison, on n'a pas retiré de ces expositions réseau qui ont été faites en éco, on n'a rien patrimonialisé par rapport à ça. C'est un peu comme si peut-être l'objet est un objet contemporain, certes, mais c'est aussi parce qu'on a tendance à raisonner de façon assez cloisonnée et que du coup, la démarche participative s'est développée dans chacun des secteurs du musée sans toujours arriver à vraiment créer de la transversalité. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire là en ce moment avec Elisabeth et c'est ce qui est très prometteur. Donc, pour revenir un peu à l'origine effectivement de la collection, comme l'a dit Elisabeth, on a commencé sans collection. Donc, on a, comme tout le monde, commencé par faire un appel à collecte pour le parcours permanent et pour le site internet. Appel à collecte qui s'est avéré être très complexe parce que d'une part, il fallait établir une relation de confiance, qu'on n'était pas un musée sur un territoire où la proximité peut jouer. Là, on est un musée national, donc il y avait des tas de questions qui se posaient aussi par rapport à cette dimension-là sur être en confiance, savoir ce que la parole ou les objets allaient devenir, comment on retravaillait. Et puis, effectivement, cette valise qui est présentée tout à l'heure, Elisabeth, je confirme, elle est complètement refabriquée par le migrant qui a voulu, qui une fois qu'il a eu cette relation de confiance avec nous, a voulu en faire un objet de valorisation, de fierté aussi, et puis de mémoire vis-à-vis de sa mère, en mettant un petit hôtel dans la valise, etc., en l'honneur de sa mère, etc. Donc, on voit bien qu'il y a toute une reconstruction de la mémoire et qui, du coup, peut-être pose des questions après sur le patrimoine et sur la façon qu'on a de les conserver. Donc, ce qu'il y a eu, il y a donc ces appels à collecte, et puis après, il y a eu aussi, au travers du réseau, des découvertes, comme là, vous voyez la maison russe qui est à Sainte-Geneviève-des-Bois, un lieu qui est une maison de retraite à la base, où on commence à rencontrer des gens parce qu'on sait qu'il y a une origine sur l'immigration russe, et puis en fait, à force de travailler, là aussi d'établir une relation de confiance avec les personnes, on s'aperçoit et on finit par faire diagnostiquer que c'est le lieu le plus important d'archives sur l'immigration russe en Europe.
qui étaient totalement en sommeil. Donc, il y a aussi des découvertes. Donc là, on a accompagné d'un côté le service des collections au travers des objets qui ont d'abord été déposés, puis qui peut-être petit à petit vont faire l'objet de dons aussi dans la collection. Mais là aussi, il a fallu du temps pour donner confiance aux donateurs, de savoir un peu quelle serait l'issue de cet usage. Mais on l'a aussi d'un autre côté accompagné pour que ça devienne un centre de culture, d'action culturelle et aussi un centre d'archivage et que ces archives soient vraiment travaillées puisqu'ils voulaient les garder sur le site. Donc on a accompagné ces projets d'un projet culturel sur ce site également. Après, vous voyez, on a eu d'autres méthodes, là aussi, en région, à Lyon, les foyers de travailleurs migrants, puisqu'on était très en lien avec les différents organismes qui ont été à l'origine de la création de ce musée, hein, et notamment le foyer Aralis, par le biais du réseau Histoire-Mémoire de l'immigration en Rhône-Alpes, qui s'appelle Trace. Et là, tout un travail qui avait été fait sur les armoires de migrants qui résidaient dans ces foyers et qui était un peu comme finalement la symbolique de toute leur vie passée et présente. Donc là, c'était aussi des objets qui sont remplis en collection. Puis après, on a essayé d'autres méthodes. Par contre, on a toujours cette volonté d'être en lien avec les territoires en région et de ne pas plaquer non plus les besoins du Musée national sur les territoires, mais aussi de peut-être être à l'écoute des besoins des régions pour renverser les processus. Donc là, on est allé en Aquitaine pendant 2 ans pour travailler sur la notion d'engagement qui a été travaillée au travers de plusieurs communautés avec un collectif à la fois d'associations, de volontaires en service civique, de radios, d'associations régionales d'histoire-mémoire, des archives départementales. On a formé une quinzaine de jeunes à savoir comment collecter. Et nous, on y allait tous les 2 mois pour à chaque fois documenter ces témoignages et faire prendre conscience de l'importance à la fois de préserver, conserver ces témoignages dans les archives départementales, aux archives nationales, mais aussi de travailler la question de la valorisation de façon séparée, valorisation au niveau régional et au niveau national. Donc, ça a fait l'objet d'une édition de plusieurs CD avec des coffrets qui ensuite ont été remis à chacun des migrants par le préfet en remerciement de leur participation à l'histoire de France. Donc, il y avait toute une valeur symbolique aussi. On a essayé dans ce projet-là de regrouper toutes les dimensions de la question participative aussi. Donc ça, c'était vraiment très fort, mais malheureusement, ce sont des projets assez lourds et on s'aperçoit qu'on a du mal à les reproduire ou en tout cas à les tenir de façon continue et constante. Et ensuite, eh bien, on est bien sûr avec ces histoires singulières dont parlait Elisabeth, des témoignages qu'on a pu réaliser sous format de vidéo et qui sont présents sur le site internet, qui est aussi une façon pour nous de continuer à faire vivre cette dimension participative. Excusez-moi Agnès, je suis désolée, il faut que je fasse le travail pénible, mais de mettre du temps. Mais du coup, est-ce que vous pourriez essayer de conclure, s'il vous plaît, sur cette Absolument. On va passer très très vite sur le reste pour arriver sur la fin. Voilà. Mais tout ça parce qu'on a parlé de la galerie des dons et j'en ai parlé pas mal avec Camille, juste pour dire que c'est un peu l'objet qui a un peu représenté, incarné cette dimension participative, mais finalement il était une modalité d'exposition dans le musée qui a certes a permis d'enrichir beaucoup la collection, mais sous un angle très particulier et sur un public très restreint, qui sont les visiteurs de musées qui se sentent légitimes à proposer des objets au musée national. Donc c'est à la fois un outil d'exposition de médiation formidable, mais on a souvent réduit le travail, la politique d'acquisition participative à ce dispositif, mais il en était seulement une partie. On pourra y revenir dans les questions. Je vais très vite juste pour vous montrer la fin parce que c'est ça qui est important à savoir. La dimension participative est toujours très encadrée et justement on travaille en lien avec le réseau pour vraiment articuler tout ce travail qui a été réalisé depuis 15 ans sur les territoires et tout ce réseau d'acteurs qui est accompagné et stimulé par le Musée national pour travailler sur cette thématique migratoire. Et on vient d'ouvrir justement depuis 2 ans
un séminaire spécifique sur les collections, sur le patrimoine des migrations humaines qui est présent ailleurs dans les collections, et puisque les migrations sont une part de l'histoire et de la société française et ils n'ont pas vocation à être restreints au musée national. Donc toute cette philosophie finalement qui maintenant s'interface avec les collections, c'est de dire on est une tête de réseau, on est un point de référence sur une thématique qui est largement partagée sur le territoire mais qui est encore invisible, par exemple au niveau des collections, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de descripteur dans les thésaurus nationaux pour identifier ces objets. Depuis l'an dernier, grâce au ministère de la Culture, il y a un nom de domaine migration humaine qui, dans un premier lieu, permettra de faire émerger ce corpus et de stimuler du travail scientifique, de la valorisation à partir de cela. Voilà. Et c'est juste pour finir, c'est pour ça qu'on a dans notre dernier forum du réseau établi vraiment cette volonté de repenser les liens du musée au territoire au travers de projets très concrets comme celui de l'inventaire du patrimoine des migrations humaines dans les musées en région, mais aussi de ce travail cartographique de repérage des acteurs et notamment des collectivités territoriales avec qui on établit des liens très forts et qui sont en demande d'accompagnement sur ces processus de collecte et de valorisation. Et on le voit, on s'en aperçoit aussi parce qu'on a développé partout sur le territoire, on a 35 partenaires diffuseurs d'expositions mobiles qui sont des déclinaisons des expositions temporaires et ça donne au territoire la possibilité de faire des panneaux complémentaires au travers de projets participatifs et notamment de collecte de témoignages. Et ça enrichit les présentations qui sont faites par le musée au travers de ces expos mobiles. Voilà, donc on a vraiment une articulation et une structuration et un encadrement qui est en train de se mettre en place pour repenser vraiment les liens du musée au territoire.